et à toutes. Un grand merci à l'ensemble d'entre vous d'être disponibles pour assister à ce nouveau webinaire du comité Fièvre Q, un webinaire qu'on a voulu vraiment destiner à l'ensemble bien sûr des vétérinaires et des conseillers en élevage, mais plus particulièrement pour celles et ceux d'entre vous qui vont bientôt arriver sur le terrain, pour que vous vous sentiez le plus près possible pour la gestion de votre premier cas de fièvre Q. Alors du coup, au programme, 3 interventions. Une première intervention que j'aurai le plaisir de faire pour essayer de voir avec vous l'impact clinique et quels sont les signes cliniques qui doivent vous amener à suspecter la fièvre Q chez les ruminants. Une deuxième intervention de notre collègue René de Crémouille de l'Institut de l'élevage, chef de projet en santé et bien-être des petits ruminants, qui verra avec vous les modalités du diagnostic. Et puis une troisième intervention par notre confrère Aurélien Joulier, praticien à Rayon-Esmontagne dans le Cantal, qui abordera avec vous de façon pratique, pragmatique, la façon de mettre en place les mesures de maîtrise en élevage une fois que la fièvre Q a été confirmée. Alors, pour faire une introduction, j'allais dire peut-être plus générale sur cette maladie, la fièvre Q, j'aime bien, quand je fais des conférences, partager avec l'ensemble des personnes cette image qu'on peut trouver facilement sur Internet quand on tape fièvre Q. C'est une image qui vient du CDC et qui présente, de mon point de vue, plusieurs points relativement intéressants et importants à comprendre quand on parle de fièvre Q. Le premier, c'est l'ensemble des petits points blancs que vous pouvez voir autour de la chèvre, qui correspondent en fait aux aérosols contaminés. Donc ça, c'est une première chose à retenir sur cette maladie. C'est une maladie qui se contracte en respirant la bactérie et des aérosols contaminés. Donc la voie d'inhalation, la voie respiratoire est la voie principale de contamination. Une deuxième chose importante que vous voyez ici, c'est la chèvre avec son chevreau. Alors 2 points là-dessus importants. Les ruminants sont considérés comme la source principale d'infection pour les humains. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que la mise bas est une période d'excrétion maximale. Un troisième point intéressant à noter sur ce schéma, c'est la présence de l'éleveur et puis de la petite fille juste à côté. C'est une maladie bien évidemment professionnelle, c'est une zoonose, c'est une maladie qui peut se transmettre des animaux à l'homme, et bien évidemment les professionnels au contact des ruminants, comme les éleveurs, mais également bien évidemment les vétérinaires, sont plus à risque. Et puis peut-être la dernière chose à constater sur cette image, c'est la maison qu'on voit au fond. Alors c'est peut-être la maison de l'éleveur, mais c'est peut-être la maison de quelqu'un qui n'a pas de contact professionnel avec le ruminant. Et on comprend bien que comme c'est une maladie qui se transmet par inhalation, et en l'occurrence par le vent, ces aérosols peuvent être transmis sur plusieurs dizaines de kilomètres, ça a déjà été démontré. On est bien évidemment obligé de prendre en compte également ce risque zoonotique au-delà de la sphère professionnelle. Alors du coup, quelques éléments très généraux sur la bactérie, j'allais dire, et sur son épidémiologie avant de plonger dans l'impact clinique. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette bactérie et de cette maladie? Bien qu'elle est due à Coxiella burnetii, qui est une bactérie gram-négative, intracellulaire, on verra l'importance que ça peut revêtir parfois pour le traitement. Une forme de résistance qui est sous forme de pseudospore, qui rend cette bactérie extrêmement résistante dans l'environnement et qui rend même presque illusoire son éradication. Il faudra, entre guillemets, apprendre à vivre avec. Donc une bactérie qui est très résistante dans le milieu extérieur. Et puis une bactérie qui peut infecter de très nombreuses espèces animales, les mammifères, les caprins, les ovins, les bovins et notamment les caprins, ils sont très sensibles, mais on retrouve cette bactérie également chez les oiseaux, chez les reptiles, chez les arthropodes. Et puis comme réservoir principal, bien évidemment les ruminants, les bovins, les ovins, les caprins. Comme je vous le disais, c'est une zoonose et la voie aérienne est vraiment la voie majeure. Alors, une fois qu'on a dit ça, quelle est la fréquence, la prévalence de cette maladie? Bien, on a la chance qu'il y ait eu une étude en France de prévalence qui a été réalisée par Christelle Gache il y a moins de 10 ans maintenant, avec un échantillonnage aléatoire dans plusieurs départements de France où coexistaient à la fois des ovins, des bovins et des caprins. Alors ce tirage aléatoire qui permettait vraiment d'avoir une bonne représentativité et une vision fiable de la prévalence de cette affection rapporte les résultats suivants dans le cadre vert, à savoir que 36% des troupeaux bovins détenaient au moins un bovin séropositif, et on était même à 65% quand on s'intéressait aux troupeaux laitiers. À peu près 56% des troupeaux ovins détenaient au moins un ovin séropositif et 61% des troupeaux caprins. Donc, en d'autres termes, à peu près un troupeau sur 3 de bovins pouvait être considéré comme infecté, un troupeau d'ovins sur 2 et presque 2 troupeaux caprins sur 3. Et puis, ce qu'il y a dans le cadre rouge, c'est qu'à l'intérieur de ces troupeaux, lorsque la fièvre Q était présente, on avait de l'ordre de 20 à 25% des animaux séropositifs parmi ceux qui avaient été prélevés en bovins et en ovins, et une prévalence un peu plus forte, qui correspond bien à ce qu'on observe sur le terrain, un peu plus élevée chez les caprins, de l'ordre de 40%. Donc ça veut dire que cette maladie, en tout cas cette infection, elle est très fréquente, et on peut supposer probablement un sous-diagnostic de cette maladie quand on regarde notamment le pourcentage de cas dans lesquels sont mis en place notamment des mesures de maîtrise. Donc la prévalence en tout cas est encore plus marquée en chèvre, mais retenez que c'est à peu près un troupeau minimum sur 3 bovins
1 sur 2 en ovin et 2 sur 3 en caprin. Alors une fois qu'on a dressé ces points très généraux sur la fièvre Q, rentrons maintenant dans des éléments de l'impact clinique. Alors, ce qui se dit, on va dire, on peut commencer déjà par ce qui se dit ou ce qui est rapporté sur le terrain. On parle chez les petits ruminants principalement d'avortement, et puis chez les bovins d'avortement, mais peut-être pas seulement, avec des troubles peut-être au-delà des avortements. Alors, si jamais on veut étudier plus avant et savoir exactement ce qu'est la réalité de cette infection chez les bovins, eh bien, en fait, on a 3 façons de faire ça scientifiquement. La première, c'est de se baser sur une infection expérimentale. Qu'est-ce qu'on va faire pour une infection expérimentale? On va comparer des animaux sains et des animaux challengés auxquels on va inoculer la bactérie. Et puis ensuite, suite à l'inoculation, on va observer si oui ou non il y a des signes cliniques. Il se trouve que chez les bovins, on a une étude en caprin et une en ovin. Donc on a peu de données, mais on a quand même la chance d'avoir ces études-là. Pourquoi est-ce qu'elles sont peu nombreuses? Parce que comme cette bactérie est zoonotique, on a besoin de réaliser ces infections expérimentales dans des locaux expérimentaux avec un fort niveau de biosécurité qui ne sont pas toujours disponibles et très très coûteux. La deuxième façon de faire, c'est de réaliser ce qu'on appelle des enquêtes cas témoins. Donc en fait, on va comparer des animaux, par exemple, séropositifs et séronégatifs entre troupeaux ou à l'intérieur d'un même troupeau. L'avantage de comparer ces animaux au sein de même troupeau, c'est qu'ils sont soumis normalement aux mêmes facteurs de risque et on peut faire l'hypothèse que si on observe une différence, par exemple en termes de troubles de la reproduction, on est plus favorablement enclin à les associer à cette infection. Et puis, la dernière façon de pratiquer, c'est de faire une étude d'intervention, c'est-à-dire de mettre en place, par exemple, des mesures de diagnostic lors de troubles qu'on pourrait suspecter être associés à la fièvre Q, ou de mettre en place des mesures de maîtrise, par exemple, sur une partie des animaux. Encore une fois, à l'intérieur d'un troupeau, toute chose autre égale par ailleurs. Et si on observe une amélioration de la situation suite à des mesures de maîtrise spécifiques de Coxiella, c'est probablement que cette infection était au moins en partie responsable des troubles. Alors, on va essayer, par la suite de l'exposé, d'essayer d'expliciter ce qu'on a dans chacune de ces 3 types d'études disponibles pour approcher l'impact clinique de cette infection chez les ruminants. Alors, pour ce qui est des avortements, ça, c'est sans doute le trouble qui pose vraiment le moins de questions. On peut peut-être commencer par une infection expérimentale qui avait servi notamment de base pour l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché pour le vaccin chez les chèvres. Vous voyez là 3 populations de chèvres, 27 chèvres qui avaient été gardées non infectées pour avoir un taux de base, j'allais dire, d'avortement. Vous voyez qu'on était quand même à 15% d'avortement. Les avortements sont non négligeables, même spontanément dans cette espèce-là. Et puis on avait comparé ensuite la survenue d'avortements sur des chèvres inoculées selon qu'elles avaient été vaccinées ou non. Donc on voit déjà, mais on en parlera dans la 3e partie avec Aurélien, une bonne efficacité de la vaccination. Et puis vous voyez que sur les chèvres qui avaient été inoculées mais non vaccinées, on avait 75% d'avortements et dans tous les cas des placentas contaminés qui étaient positifs en PCR. Donc, ce qu'il faut retenir de cette infection expérimentale, c'est que les chèvres avaient 5 fois plus de risques d'avorter lorsque, bien évidemment, elles avaient été inoculées par Coxiella. Et ce fort pourcentage, 75%, correspond bien, j'allais dire, aux vagues d'avortement qu'on observe chez les caprins sur le terrain. Pour ce qui est des ovins, maintenant, une seule étude, vous voyez, qui date un peu, il y a presque 40 ans maintenant, uniquement sur 4 brebis gestantes, qui avaient été inoculées en plus par des voies, on va dire, qui ne représentent pas vraiment la voie majoritaire d'inhalation, intraveineux et intrapéritonéal. Et vous pouvez remarquer ici qu'on a à peu près 2 phases. Un premier qui est un syndrome fébrile grippal, une hyperthermie, puis des signes plutôt ORL, épiphora, conjonctivite, rhinite. Et puis dans un deuxième temps, des troubles de la reproduction avec sur ces 4 brebis, 2 mise bas prématurés d'agneaux morts, une mise bas prématurée de jumeaux, des mise bas sans rétention placentaire par contre, et des agneaux qui eux étaient des agneaux mous, chétifs, et ont ensuite présenté de la cachexie, de l'arthrite, et qui sont morts pour la plupart d'entre eux. Donc une confirmation sur les ovins, certes sur un effectif réduit, d'avortement, d'agneaux chétifs et puis d'atteinte respiratoire haute. Pour ce qui est des bovins, une seule enquête menée à l'INRA il y a presque 50 ans maintenant, à l'INRA de Nousily, avec 12 génisses de 8 à 11 mois qui avaient été inoculés, là également par voie transdermique. Qu'est-ce qu'on a observé sur ces animaux? C'est ce que vous voyez sur le tableau à droite. Les 12 animaux avaient tous présenté un syndrome pseudo-grippal avec une pneumonie, la pneumonie étant d'ailleurs le signe d'appel majoritaire chez l'homme, qui s'était résolu spontanément chez la majorité des animaux. Et puis dans ce que les chercheurs ont considéré comme une phase chronique, à la fois des lésions sur les poumons, le cœur, un peu comme on l'observerait chez les hommes, et puis surtout des avortements sur 2 animaux sur 11 et puis 3 génisses sur 11 qui n'ont jamais pu devenir gestantes. Donc une confirmation d'avortement, mais pas de flambée par contre, qui correspond là aussi à ce qu'on observe sur le terrain, et puis déjà de l'infertilité. Des enquêtes cas témoins, on avait eu la chance également dans le Grand Ouest de mener une très très grande étude sur plus de 120 troupeaux connus pour être infectés par Coxiella avec des avortements répétés.
Là, dans un sous-échantillon d'à peu près 90 élevages, on avait retenu presque 5000 bovins et on avait suivi l'évolution avant inclusion et jusqu'à plusieurs mois après inclusion, et on avait pu confirmer ici une augmentation du risque, un facteur de 2,5 qui était significatif entre des vaches séropositives et des vaches séronégatives à l'intérieur des mêmes troupeaux. Une dernière façon peut-être de confirmer, s'il était besoin, le rôle de cette infection dans les avortements, c'est d'utiliser les données du dispositif OSCAR. OSCAR, c'est l'Observatoire du suivi et des causes d'avortement des ruminants, qui présente l'intérêt d'être mis en place dans près d'une trentaine de départements en France maintenant depuis plusieurs années, avec un protocole de diagnostic standard. Vous voyez ici le nombre de séries abortives investiguées en 2024, de 1400 en bovins jusqu'à près de 150 en caprins. Et vous avez à droite, j'allais dire, le podium, entre guillemets, des agents pathogènes. Et vous voyez que la fièvre Q était classée 2e en bovin, 3e en ovin, 1er en caprin. En caprin, c'était presque un avortement sur 4 lors d'avortements répétés infectieux qui avaient pu être attribués à la fièvre Q. Presque 13% en ovin, de la même manière, 13 à 14% en bovin. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une cause très fréquente d'avortements répétés, la première en caprin, et puis en tout cas ça de façon régulière, et chez les bovins, la 2e et la 3e en ovin sur la base de ces données de 2020. Donc il est très clair que la fièvre Q, on ne peut pas dire vraiment principalement, mais c'est déjà des avortements, et je vais essayer de vous montrer que c'est peut-être uniquement la part émergée de l'iceberg. Alors, on a bien évidemment, au-delà des avortements, d'autres troubles. C'est une bactérie qui a une forte affinité pour le tissu reproducteur. Je reprends là des données issues du même essai dont je vous parlais juste avant sur un grand nombre de troupeaux, 84 élevages, 4800 bovins. Et là, ce qu'on a mis en évidence également, c'est que les animaux qui étaient séropositifs, toujours pareil, en comparaison aux séronégatifs dans les mêmes troupeaux, avaient une augmentation du risque d'un facteur 1,5 d'avoir de rétention placentaire, et ce, qu'il y ait eu avortement ou non avant. Donc les rétentions placentaires, y compris lors de mise bas normale, doivent vous faire suspecter l'implication potentielle de Coxiella. Une autre étude, je trouve intéressante à partager avec vous, c'est cette étude réalisée par Lopez Elguera et nos collègues en Espagne, il y a plus de 10 ans maintenant, dans 2 troupeaux de vaches laitières où ils savaient que la coxielle circulait. Ils ont divisé le troupeau en 2 de façon aléatoire, une moitié d'animaux qui recevaient un placebo, l'autre moitié recevait un vaccin composé de Coxiella en phase 1. Aurélien vous donnera plus de détails sur les différents vaccins existants. Et ils ont comparé les performances ici de taux de réussite en première IA à gauche et puis d'intervalle vélage, insémination fécondante à droite. Dans les 2 cas, les résultats étaient statistiquement significatifs en faveur de meilleures performances de reproduction chez les animaux ayant bénéficié du vaccin, donc ayant été protégés de cette infection, ce qui fait dire aux auteurs, avec une bonne fiabilité, que la fièvre Q est également responsable d'infertilité. Dans une autre étude espagnole, ils avaient démontré les mêmes résultats avec une diminution chez les animaux vaccinés de la fréquence de repeat breeder et également une moindre mortalité embryonnaire précoce. En termes de retour en chaleur, si je reviens sur l'étude qu'on avait menée sur près de 5000 vaches, dans nos 84 élevages, on avait des génisses qui avaient été vaccinés, des génisses qui avaient été non vaccinés. On avait comparé la proportion de retour en chaleur, qu'ils soient précoces ou tardifs, ces retours en chaleur tardifs étant souvent le fait de mortalité embryonnaire tardive ou d'avortement très précoce. Et on avait observé, et là encore c'était significatif, une diminution du risque de 50% chez les animaux ayant été vaccinés, chez les primipares, en comparaison aux primipares non vaccinés, sur ce risque de retour en chaleur. Donc vraiment un grand nombre de faisceaux très concordants pour indiquer que la fièvre Q est également responsable d'infertilité, et c'est probablement un signe majeur d'appel chez les bovins, en plus des avortements. Dans la sphère de reproduction, on parle également de son implication potentielle dans les endométrites. Là, on a 2 études qui ont été menées en Italie. La première sur le graphique qui vous montre le pourcentage d'animaux séropositifs en rouge et séronégatifs en bleu, selon qu'on se trouve dans des troupeaux avec une forte fréquence d'endométrite, plus de 17% ou moins de 17%. Et là, il y avait également une différence significative en faveur d'une plus forte proportion, encore une fois, toutes choses égales par ailleurs, de vaches séropositives dans les troupeaux avec un fort taux d'endométrite. Et puis une deuxième étude menée sur 40 vaches avec endométrite qui avait fait l'objet de biopsie utérine suivie de PCR, où 10 sur 40 s'étaient révélées positives en PCR pour Coxiella. Par contre, malheureusement, dans cette étude, on n'avait pas de vaches témoins, ce qui nous fait dire que l'implication dans les endométrites est relativement probable, mais qu'on aurait besoin d'études plus robustes, avec notamment un plus grand nombre de témoins, pour pouvoir l'affirmer de façon certaine. Et puis, peut-être une dernière étude relativement intéressante, j'allais dire, dans la sphère repro, plutôt sur la mortinatalité. C'est une étude qui a été menée par des collègues suisses, une investigation, vous voyez, sur une 50aine de veaux dans une 20aine de fermes, des fermes qui étaient confrontées à un taux de mortinatalité très très élevé, notamment pour la Suisse. 2 informations intéressantes à ressortir de cette étude que je vous ai encadrées en rouge.
La première à gauche, c'est le pourcentage de cas. Je pense que ça n'étonnera pas les praticiens qui assistent à cette présentation. Dans à peu près 60% des cas, aucun diagnostic n'avait pu être mis en place, enfin mis en œuvre, en tout cas détecté, ce qui est assez classique malheureusement. Et puis lorsqu'on regarde la totalité des agents pathogènes qui avaient été recherchés, notamment sur des organes ou d'avortons ou de veau mort-né, vous voyez une grande palette d'agents pathogènes recherchés. Vous voyez que largement devant les autres, puisque dans 15 prélèvements sur 47, on avait des PCR qui étaient positifs en Coxiella, ce qui fait dire aux auteurs que, en tout cas, la fièvre Q devrait être regardée, ou en tout cas suspectée lors d'une forte fréquence de veau mou et lorsque vous êtes face à de la mortinatalité. En termes de production laitière, on dispose d'un peu moins de données. On dispose tout de même d'une étude menée chez les chèvres, où ils avaient comparé les performances de production laitière selon que les chèvres étaient excrétrices ou non, notamment en prenant en compte le niveau moyen d'excrétion. Vous voyez là que pour des niveaux d'excrétion moyens avec des CT de l'ordre de 24, ce qui, je ne sais pas si vous êtes familier avec la PCR temps réel, mais des CT de 24, ça veut dire qu'il y a comme une grande quantité d'agents pathogènes. On avait de l'ordre de 17, environ 20% de perte de production laitière chez les chèvres très excrétrices par rapport aux chèvres non excrétrices, toutes choses égales par ailleurs. Et puis, concernant j'allais dire les mammites et la qualité du lait, c'est quelque chose qui est important à regarder pour deux choses. J'en parlerai après en termes de diagnostic, mais c'est sûr que le lait est une voie d'excrétion qui est très fréquente chez les bovins, donc il n'est pas rare de trouver Coxiella dans le lait. Donc on pourrait se poser la question, est-ce que Coxiella pourrait être responsable d'inflammation du parenchyme mammaire et de mammites? On a différentes études dans la littérature qui trouvent tantôt une corrélation positive entre la fréquence de PCR positive dans le lait et le niveau de cellules somatiques. Une étude de 2008 de Barlow. Toutefois, le niveau de cellules observé n'a rien à voir avec ce qu'on obtiendrait avec du Staph doré ou du Streptourubéris. Donc aujourd'hui, on ne peut pas considérer ça aujourd'hui, de mon point de vue encore, comme un pathogène majeur. On a d'autres études qui ont démontré que les vaches séropositives, toujours pareil, par rapport à des séronégatifs dans le même troupeau, étaient plus à risque de mammites et d'œdème mammaire. Et puis une autre étude qui a montré une réduction significative du taux butyreux. Donc des données pour les mammites, en tout cas probablement à consolider, peut-être une confusion aussi du fait que la coxielle est excrétée très souvent dans le lait, mais j'allais dire qu'aujourd'hui, il faut plutôt rechercher bien évidemment les agents pathogènes majeurs bien connus plutôt que la coxielle. Et puis je finirai par ça, c'est l'excrétion qui est important au-delà de la clinique, à la fois pour maîtriser la dynamique de transmission, mais également pour comprendre les modalités du diagnostic que René va aborder juste après. Les résultats ici que je partage avec vous sont issus d'une étude transversale qu'on avait fait il y a plusieurs années maintenant dans le cadre de ma thèse de doctorat. Donc ça date 1600 vaches à peu près prélevées concomitamment pour le lait, pour le mucus vaginal et le fesses, les matières fécales. Ce que vous voyez à gauche sur le graphique, c'est la distribution de vaches détectées positives par PCR dans au moins un des prélèvements. Vous voyez que l'expression est très fréquente, puisque c'était presque 20% des vaches qui avaient détecté au moins une fois positive dans le lait, de l'ordre de 10% dans le mucus vaginal et beaucoup moins dans les matières fécales. Mais peut-être plus intéressant, c'est le tableau sur la droite qui vous montre la distribution des animaux selon la combinaison des voies par lesquelles elles excrétaient. Première colonne, le lait, deuxième colonne, les écouillons vaginales, et puis troisième colonne, les matières fécales. Et ce que vous voyez, c'est les trois dernières lignes en orange, c'est là où se trouvent près de 85-90% des bovins. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand les bovins excrètent la bactérie, ils ne l'excrètent généralement que par une seule voie. Donc, par exemple, lorsqu'une vache avorte, elle va l'excréter beaucoup par les produits de la parturition, le placenta, les arrière-faits, tous les jus que vous pouvez trouver à l'intérieur, mais par contre, à ce moment-là, il n'y aura pas sur le lait. Et donc, René y reviendra notamment pour les modalités de diagnostic, mais c'est extrêmement important de bien retenir que l'excrétion est très fréquente, quel que soit le stade, qu'elle est bien évidemment maximale autour de la mise bas, qu'elle est également possible chez les animaux sains, c'est pour ça qu'on ne peut pas concentrer les mesures de maîtrise uniquement sur les vaches ayant avorté. Et puis, dernier point très important, aucune concomitance des voies d'excrétion, ce qui a un impact très fort pour le diagnostic. Donc au final, fièvre Q et impact clinique, je vous ai mis ici l'ensemble de ce qui est démontré, de ce qui est fortement suspecté mais encore non complètement démontré, puis de ce qui nécessiterait de mon point de vue probablement des études complémentaires. Donc retenez bien évidemment que les avortements, une sorte d'alpha et d'oméga, ça doit vraiment être un critère de suspicion systématique dans l'ensemble des espèces de ruminants quand vous êtes confronté à des avortements. Et puis quand vous avez des troubles de sphère de la reproduction, j'allais dire plus globalement, notamment des non-délivrances, des mises bas prématurées, des veaux chétifs, des agneaux mous, des chevreaux mous, mais également de l'infertilité. Pensez également à inclure la fièvre Q dans votre diagnostic différentiel parmi l'ensemble des autres causes responsables de détérioration des performances de reproduction. Voilà pour ma partie, et puis là maintenant c'est avec plaisir que je vais passer la parole à René qui va aborder avec vous les modalités du diagnostic. René, je te passe la parole. Donc,
Sur ce volet diagnostic, en fait, on va aborder deux choses. D'une part, le diagnostic des séries abortives et d'autre part, celui de la circulation simplement intra-atelier, puisque vous avez vu, en l'occurrence, que c'est une infection qui est très largement asymptomatique et que finalement les séries abortives ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Donc on va aborder ces deux sujets successivement. Diapo suivante. Alors, en termes de modalités diagnostiques lors d'avortement, Raphaël a quasiment tout dit. La recherche de la fièvre Q, elle rentre globalement dans une démarche de diagnostic différentiel des avortements et c'est une démarche qui est structurée. Pour ce faire, on va donc s'appuyer sur le dispositif OSCAR que Raphaël a présenté tout à l'heure. Donc la démarche, elle est extrêmement classique, hein, elle repose sur un ensemble de fondamentaux. La première chose, c'est toujours de disposer d'un certain nombre de commémoratifs, de s'intéresser aux catégories d'animaux qui sont touchés, à la temporalité, à l'ensemble des signes que l'on peut éventuellement observer, en sachant qu'en matière de fièvre Q, ces signes cliniques sont non spécifiques. Raphaël vous les a présentés, donc avortement, mortinatalité, nouveau-né chétif et un ensemble de troubles de la reproduction, plus particulièrement en bovin. Donc globalement, on va réaliser un diagnostic de groupe. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est impératif et qui se justifie pour un ensemble de raisons. D'abord, je viens de le dire, en fait, c'est une infection largement asymptomatique, ce qui veut dire qu'elle circule de manière fréquente au sein des populations de ruminants, y compris en absence de signes cliniques. Par ailleurs, l'expression est donc possible chez des femelles qui n'ont pas avorté. Et puis, pourquoi cibler, les élevages finalement où il y a un ensemble d'avortements? Tout simplement parce que les troupeaux où il y a plusieurs animaux qui sont cliniquement atteints, ça veut dire, que ce sont aussi, les élevages pour lesquels il y a potentiellement le plus d'excréteurs, où l'excrétion va être la plus massive et qui, de ce fait, sont considérés comme les plus à risque. Donc les enjeux sont évidemment majorés sur le plan, économique, sur le plan sanitaire et sur le plan sanitaire, ça veut dire aussi bien en termes de santé animale que de santé publique. Donc, en matière d'avortement, je le disais, c'est donc un diagnostic de groupe. Ça signifie qu'il repose sur un ensemble d'analyses qui sont donc conduites sur plusieurs animaux et qui va être fondé sur l'interprétation d'une combinaison de résultats. Alors, il y a un ensemble de points clés qu'il faut retenir. La première chose, bien sûr, c'est la réactivité. C'est-à-dire qu'on considère en général qu'il faut faire des prélèvements dans une fenêtre de 7 jours à partir du moment où il y a un avortement. En pratique, l'objectif, ça serait idéalement de réaliser ces prélèvements, ces prises d'échantillons dans une fenêtre beaucoup plus courte de moins de 48 heures. Donc, on va avoir différents types de prélèvements qui sont possibles. Les produits issus de l'avortement, parmi lesquels donc l'écouvillon endocervical pour les bovins ou vaginal en petits ruminants, prioritairement donc sur les femelles qui ont avorté. On peut également considérer les houppes placentaires ou chez l'avorton un certain nombre d'organes, au premier chef desquels le liquide stomacal. Les prélèvements, sanguins sur les femelles, là aussi, qui ont avorté, mais de manière complémentaire sur leurs congénères qui vont présenter des troubles de la reproduction. Et donc, j'ai dit que dans les points clés, il y avait une notion de réactivité, mais c'est aussi une notion de complétude de cette prise d'échantillon. Par ailleurs, et ça, on peut le dire de manière, générale, hein, indépendamment de la fièvre Q, on est bien sur un diagnostic différentiel. Il y a tout le volet de l'importance de la qualité du matériel biologique, du prélèvement jusqu'à l'acheminement. Il faut évidemment faire en sorte que, il y ait de réaliser ces prélèvements dans d'excellentes conditions d'hygiène, d'éviter les souillures. On a une bactérie qui est présente dans l'environnement, donc en fait, il faut éviter finalement que, les résultats obtenus puissent éventuellement être imputés à une mauvaise qualité de la prise d'échantillons. Et puis cela va, évidemment, jusqu'à l'envoi, le stockage, l'envoi de ces échantillons. Vous savez que ce sont, des matrices donc, biologiques. Elles nécessitent, un triple emballage avec des emballages à l'intérieur qui doivent être étanches. Donc là aussi, une forte vigilance sur, la qualité de cet envoi sous couvert du foie pour maximiser finalement les chances de mettre en évidence, la bactérie et de pouvoir interpréter les résultats qui auront été obtenus. Donc la clé, c'est toujours de combiner le diagnostic direct et le diagnostic indirect. Donc en termes de diagnostic direct, on se repose sur la PCR et donc là, notre objectif, c'est bien d'identifier des animaux qui ont de fortes charges bactériennes, qui vont signer une colonisation extrême au moment
et au niveau du site de l'avortement. Donc, l'analyse des résultats PCR, elle se fait par rapport à une signification clinique. Et c'est ça qui nous incite à faire une quantification, sauf chez l'avorton, où simplement la présence nous permettra d'avoir une notion d'imputabilité. Sur le plan sérologique, là encore, on est sur un diagnostic de groupe, jamais individuel. Ça veut dire disposer d'un ensemble de prélèvements sur 6 femelles en bovin, 10 en petits ruminants. Et là, notre objectif, c'est bien d'arriver à maximiser la valeur prédictive positive de notre démarche en ciblant les femelles qui ont des troubles de la reproduction. Ça va nous permettre donc de détecter, de mesurer l'exposition passée ou récente au sein du cheptel ou du lot. En termes d'imputabilité de la fièvre Q à une série abortive, donc il y a 2 situations qui nous permettent de dire qu'il y a une imputabilité forte, soit le cas où on a donc 2 PCR qui sont positives, soit une PCR positive et un niveau de séroprévalence supérieur à 50%. J'ai évoqué donc la notion de seuil clinique et de quantification. Donc, de fait, on va s'appuyer sur 2 seuils, 10 puissance 4 coxiel par écouvillon en analyse individuelle, 10 puissance 3 en analyse de mélange, en sachant que si on fait par exemple des analyses de houppe cotylédonaire, on va en considérer 3 sur un même animal et ça constitue déjà un mélange. Enfin, sur l'avorton, la détection simplement fait foi. Ces analyses, elles auront éventuellement à être renouvelées si besoin, si le diagnostic n'a pas été conclusif, en profitant de l'apparition éventuelle d'autres avortements. Donc évidemment, il y a des nuances entre les petits ruminants et les bovins. Chez les petits ruminants, on a une excrétion qui est le plus souvent massive et en termes de disponibilité du matériel biologique, c'est souvent beaucoup plus facile de pouvoir réaliser 2 PCR. En bovin, en revanche, l'expression peut être plus faible. Sur une fenêtre de temps de 7 jours, on a souvent une seule vache qui a avorté. Et donc, la combinaison avec les sérologies est particulièrement importante et il faut insister là-dessus. Ça signifie vraiment que lorsqu'on va en élevage, il faut immédiatement à la fois prélever la femelle qui a avorté et d'autre part, faire des prélèvements sanguins sur ses congénères. La matrice d'imputabilité, elle est la suivante. Vous retrouvez les éléments que j'ai présentés précédemment. À partir du moment où on a 2 PCR positifs, c'est-à-dire au-delà du seuil clinique, eh bien, l'imputabilité, elle est forte. Si on a une seule PCR qui est positive, mais une séroprévalence élevée, là encore, l'imputabilité est forte. Elle n'est que possible si la séroprévalence est inférieure à 50%. Et puis, lorsque on a une ou 2 PCR qui sont inférieures à la limite de détection ou une absence de détection, eh bien à ce moment-là, on est soit dans une situation où l'imputation à la fièvre Q est peu probable, soit dans une situation non conclusive. Maintenant, on va s'intéresser plutôt à l'autre volant de la fièvre Q, c'est-à-dire la circulation dans un atelier à un instant donné. Et là encore, on dispose d'un protocole qui a été harmonisé, c'est le protocole Statel-Cox 2.0 qui a été défini dans le cadre des travaux du groupe d'investigation fièvre Q de la plateforme d'épidémiosurveillance en santé animale. Comme pour Oscar, c'est une démarche qui est volontaire. C'est une démarche en outre qui est exploratoire et qui se présente donc comme complémentaire au protocole du dispositif Oscar. Elle est, et c'est le cas d'Oscar aussi, c'est une démarche qui est amenée à évoluer. Elle va évoluer de manière presque évidente grâce à l'acquisition des connaissances qui est progressive, mais aussi grâce au retour d'expérience de la part du terrain. L'objectif de cette démarche, c'est de mieux évaluer la dynamique de circulation de Coxiella burnetii. Et donc, on va pouvoir la présenter dans un ensemble de situations. Par exemple, le cas des fermes qui sont ouvertes au public, où là, effectivement, on a un enjeu particulièrement important de gestion des risques zoonotiques. Mais ça peut être aussi la possibilité ou parfois la demande dans le cas de valorisation d'effluents vers des sites de méthanisation collective. C'est la possibilité de réaliser finalement un statut, même si c'est un statut à un instant donné, de manière à sécuriser ou à mieux gérer en tout cas les introductions et le risque, bien sûr, est d'autant plus important en termes de gestion sanitaire lorsqu'il s'agit de fusion de troupeaux. Et puis enfin, ça peut être un outil
Et à ce moment-là, on l'envisage de manière plus dynamique dans le temps pour suivre des mesures de maîtrise vis-à-vis de la fièvre Q. Donc, en pratique, cette méthode, cette démarche, elle repose sur 3 piliers analytiques qui correspondent à 3 types d'informations combinées. Les sérologies d'abord, 15 sérologies. Celles-ci vont nous permettre d'essayer d'évaluer si l'exposition a été ancienne ou récente à Coxiella burnetii. Et donc, on s'intéresse à plusieurs classes d'âge, les nullipares, les primipares et les multipares. À l'instant T, on s'intéresse à l'excrétion active, au moment où on fait le prélèvement. Et là, on retrouve tout l'intérêt en élevage laitier de disposer d'analyses sur le lait de tank. En élevage allaitant, de manière alternative, et là aussi pour mesurer ce qui relève de l'excrétion des animaux, on va pouvoir réaliser des poules de fécès, donc de 15 fécès. Et enfin, on aborde la question de la persistance, donc du niveau de contamination environnementale. Et là, on pourra s'appuyer sur des chiffonnettes réalisées dans le bâtiment sur 5 surfaces et de manière optionnelle en ovin pour piéger cette notion de contamination environnementale. On pourra réaliser également des PCR sur la laine. Donc, la qualité de l'interprétation de l'ensemble de ces informations va tenir à la complétude du protocole et donc au fait de disposer de ces différents types d'échantillons. À partir de ce moment-là, on dispose d'une grille d'interprétation dont la lecture va être graduée. Le premier niveau de circulation correspond à un ensemble de résultats entièrement négatifs, aussi bien en termes d'excrétion, en termes de contamination environnementale et sur le plan sérologique. Et dans ce cas, on va considérer qu'il y a une absence de circulation détectable par les analyses réalisées. Deuxième situation, une circulation avec une exposition ancienne. Et dans ce cas, ce sont les sérologies qui vont être toutes négatives ou positives uniquement chez les animaux les plus âgés. Donc, elles sont négatives chez les jeunes. Éventuellement, la contamination environnementale pourra être présente, mais en tout cas, il n'y aura pas d'excrétion active ni dans le lait ni dans les fécès. Une circulation récente peut être suspectée dès lors que l'on a des sérologies positives chez les jeunes ou toutes les classes d'âge. Et enfin, le risque majeur, c'est bien sûr la mise en évidence d'une circulation active avec une PCR positive sur le lait ou sur les fécès. Et les autres informations sur l'environnement ou l'existence de sérologie négative ou positive vont apporter des nuances à cette information de circulation active en nous donnant des précisions sur l'ancienneté et sur l'existence ou non d'une contamination environnementale. Et ces points-là sont complètement clés en termes de gestion sanitaire ultérieure et de recommandations vis-à-vis de l'éleveur. Donc, ce sont des indications évidemment qui sont extrêmement précises en termes de définition d'un statut de l'atelier, mais le point de vigilance peut-être, c'est de ne pas essayer de surinterpréter ces résultats. C'est-à-dire que même le fait de mettre en évidence une circulation active ne permet pas, à elle seule, d'évaluer le risque de transmission, ni le risque zoonotique. Par ailleurs, ces analyses sont à renouveler, si besoin, bien sûr, en tout ou partie, en fonction des objectifs de suivi qu'on peut avoir. Et enfin, selon les résultats, des mesures de biosécurité sanitaire, médicale, pourront être envisagées en fonction du contexte, des contraintes, des enjeux. Et parmi ces enjeux, il y a bien sûr le volet sanitaire, mais aussi des aspects économiques. Donc, sur l'ensemble de ces aspects, je vous engage à aller sur le site de la plateforme ESA où vous retrouverez ce protocole de manière beaucoup plus complète avec des indications pratiques sur les prises d'échantillons et leur interprétation. Donc, en synthèse, je dirais que la première chose, et c'est vrai pour toute démarche diagnostique vis-à-vis de la fièvre Q, la combinaison des analyses est impérative. Et le deuxième point qui est commun, à la fois en matière de circulation ou de diagnostic d'avortement, c'est que l'interprétation se fait toujours à l'échelle du troupeau. Dans les séries abortives, la notion d'imputabilité va imposer de quantifier l'excrétion, d'où cette notion de seuil clinique pour les PCR, mais aussi le niveau d'exposition du lot ou du cheptel. Et en dehors du contexte abortif, le dispositif, le protocole Statelcox 2 offre donc une lecture qui est graduée de la dynamique de l'infection. C'est une image à un instant T qu'il va falloir donc interpréter en fonction du contexte.
Donc, le suivi dans le temps, il est essentiel. Il faut être conscient d'une part de l'intermittence de l'excrétion, mais aussi de l'importance de la transmission par voie aérienne. Donc, l'image que l'on a à un instant T, évidemment, ne présage pas de la situation du troupeau dans le futur. Et le dernier point qui me semble important, c'est que donc la définition des mesures de risque s'appuie sur une analyse de ces risques, de façon à mieux définir les mesures de maîtrise, à mieux comprendre en fait les enjeux, les contraintes, et forcément, ça passe par un dialogue éleveur-vétérinaire, ce qui va m'amener à laisser la parole maintenant à Aurélien sur tout ce volet pratique. Bonsoir à tous. Donc, maintenant qu'on a vu comment se transmettait Coxiella burnetii en élevage, quelles étaient les voies de contamination, comment diagnostiquer cette maladie, on va s'intéresser aux mesures de lutte pour cette dernière partie. Et la première question, c'est pourquoi lutter contre la fièvre Q? On l'a vu, c'est une maladie qui a un très fort impact économique en élevage, avec les différents signes cliniques qui ont déjà été énumérés auparavant, notamment tout ce qui est avortement, mise bas prématuré, mortinatalité et problèmes de fertilité associés aux endométrites, surtout en élevage bovin. Mais c'est également une zoonose majeure qui se transmet par des particules contaminées sur plusieurs kilomètres partant de grands vents notamment, et notamment autour des mises bas. Mais ce qu'il faut garder en tête sur le terrain, c'est que tous ces signes que l'on décrit, ce sont qu'une partie émergée de l'iceberg et que de nombreux animaux sont asymptomatiques, et tous ces animaux asymptomatiques peuvent excréter très fortement des bactéries et donc représenter un réel danger zoonotique en tant que réservoir de Coxiella. Donc, c'est une approche pour lutter contre cette maladie qui va être nécessairement multifactorielle. L'objectif en élevage va être de réduire l'impact clinique en réduisant au maximum l'excrétion, réduire aussi, bien sûr, la transmission au sein d'un même troupeau et entre les différents troupeaux qui peuvent être voisinants, en réduisant au maximum la contamination environnementale. Et en réduisant cette contamination environnementale, on prévient ainsi au maximum la transmission de la maladie des ruminants vers l'homme. Et l'objectif, nous, en tant que vétérinaires ou futurs vétérinaires, ça va être de prévenir, informer les personnes à risque et notamment les éleveurs qui peuvent être, eux, confrontés à cette maladie, mais aussi aux personnes qui peuvent accueillir au sein de leur cheptel. Donc, dans les mesures qui vont nous permettre de pouvoir lutter de façon efficace contre cette maladie, il va y avoir des mesures médicales, mais qui doivent forcément être associées à des mesures non médicales. Dans les mesures médicales, le pilier central, ça va être la vaccination. On touchera deux mots des antibiotiques, mais on verra qu'aujourd'hui, quand même, clairement, les antibiotiques doivent être revus dans la gestion de cette maladie. Et dans les mesures non médicales, ça va être géré tout ce qui est mise bas, avortement, gestion de l'épandage des effluents d'élevage, gestion des mouvements d'animaux, et puis on verra quelques autres mesures de biosécurité. Donc, dans les priorités à avoir en tête, ça va être les différences épidémiologiques. On en a un petit peu parlé avec René et Raphaël juste avant, mais il y a des différences entre les bovins et les petits ruminants, notamment en termes du niveau d'excrétion. Les bovins, aujourd'hui, la littérature nous permet de dire qu'ils excrètent quand même moindrement que les petits ruminants, qui eux ont tendance à excréter avec des charges beaucoup plus importantes. Derrière, il y a une importance zoonotique qui s'associe à tout cela. Aujourd'hui, avec le génotypage, on sait qu'il y a certains génotypes qui vont beaucoup plus circuler chez les petits ruminants, comparativement, qui peuvent se transmettre derrière à l'homme, comparativement à des génotypes qui circulent chez les bovins et qui se transmettent de façon moins importante à l'homme. Concernant l'excrétion du lait, chez les bovins, on sait que cette excrétion, elle va être fréquente et persistante dans le temps, alors que chez les petits ruminants, elle sera beaucoup plus variable. Néanmoins, la voie de contamination par voie orale aujourd'hui est connue comme étant une voie nulle à négligeable dans l'épidémiologie de cette maladie. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une excrétion dans le lait que derrière, il y a une contamination par cette voie-là qui peut être associée derrière.
Concernant l'excrétion vaginale, elle, à contrario, c'est vraiment une voie d'excrétion importante chez les petits ruminants et beaucoup plus limitée chez les bovins, mais qui va être une voie assez importante dans la transmission de la maladie dans les cheptels. Et de fait, derrière, qui va être associée à une contamination environnementale assez conséquente, notamment en petits ruminants, puisque l'excrétion est massive dans la voie vaginale comparativement aux bovins. Donc, à garder en tête, c'est que les petits ruminants représentent le vrai réservoir principal zoonotique de la maladie aujourd'hui dans les élevages de ruminants, même s'il ne faut pas oublier bien sûr les bovins. Concernant les mesures médicales, donc la vaccination, je l'ai déjà dit, ça va être un pilier central. Aujourd'hui, sur le marché français, il n'y a qu'un seul vaccin qui a une autorisation de mise sur le marché. C'est un vaccin phase 1 inactivé. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ce qui est important de savoir, c'est pourquoi c'est un vaccin phase 1. Tout simplement, c'est parce que ça induit une meilleure protection immunitaire et que les antigènes de la phase 1 sont beaucoup plus proches de la bactérie lorsqu'elle est en phase virulente et circulante dans l'environnement. Et ce vaccin, il permet de réduire drastiquement le nombre d'avortements, le pourcentage l'excrétion, la contamination environnementale et derrière le risque zoonotique. Mais pour avoir une efficacité optimale de la vaccination, il faut cibler les bons animaux. Les animaux qui seront à privilégier, ce sont des animaux idéalement non encore infectés, même si je reconnais que sur le terrain, parfois c'est difficile à identifier, avant la première gestation et ou avant la mise à la reproduction. Donc, l'idée, c'est d'essayer de vacciner le plus précocement possible dans un monde idéal et le plus grand nombre dans les cheptels considérés à risque. Ici, ça reprend un petit peu l'efficacité de la vaccination chez les chèvres. C'est l'étude que Raphaël vous a déjà présentée auparavant avec le lot de chèvres qui avaient été inoculées en animalerie avec Coxiella burnetii et sur lesquels il y avait un lot qui avait été vacciné et un lot qui avait été non vacciné. Ce que l'on peut voir clairement, c'est que dans le lot vacciné, la durée de la gestation elle va être plus longue que dans les deux autres lots. Le pourcentage d'avortement est significativement inférieur et le pourcentage de placenta contaminé est lui aussi bien inférieur au groupe non vacciné, même si ça n'avait pas été étudié dans le lot témoin. L'idée ici, à travers cette étude, c'est de cibler au maximum des animaux en bonne santé, sains, pour une efficacité optimale de la vaccination. Chez les bovins, on a aussi des données qui nous permettent clairement de dire aujourd'hui que la vaccination joue un rôle primordial pour réduire la survenue d'avortements, pour réduire le taux de retour tardif à l'insémination, réduire également l'intervalle vélage d'insémination fécondante, tout en augmentant le taux de réussite en première insémination. Et pareil, au niveau de l'excrétion de Coxiella, aujourd'hui, on sait que la vaccination permet de réduire significativement l'excrétion vaginale au moment du vélage chez les vaches et de réduire aussi plus rapidement et de façon durable l'excrétion à l'échelle du troupeau, que ce soit au niveau de l'excrétion vaginale, au niveau de l'excrétion dans le lait et au niveau des fesses. Alors, vous me direz maintenant, oui, il faut vacciner, mais comment il faut vacciner? Donc, chez les bovins, la stratégie, ça va être pour une meilleure observance, ça va être de vacciner à date fixe. On vaccine tout le cheptel à une date donnée. Le top départ, il va souvent être donné par les génisses au moment de leur mise à la reproduction, puisque chaque année, généralement, le cheptel de renouvellement, il rentre en reproduction à peu près à la même date. C'est elles qui vont donner un petit peu le top départ et ensuite, on fait des rappels annuels. Chez les petits ruminants, par contre, vu que c'est des espèces qui sont saisonnées pour la mise à la reproduction, on va vacciner vraiment au moment de avant la mise à la reproduction et on va avoir une approche très globale aussi en idéalement recommandant de vacciner l'intégralité du cheptel. Aujourd'hui, les études nous permettent de savoir que vacciner uniquement le pré-troupeau, donc le cheptel de renouvellement, et uniquement les animaux infectés, on est sur des efficacités très, très limitées de la vaccination. Voilà.
Ici, j'ai repris une ancienne étude de 2011 qui montre vraiment l'efficacité de la vaccination avec la prévalence d'avortements attribuables à Coxiella burnetii selon différents protocoles de vaccination. Donc, en abscisse, vous avez les années de 1 à 10 et en ordonnée, vous avez un niveau de paramètres mesuré. Plus la courbe est basse et meilleur le contrôle de la maladie est, et inversement, plus la courbe est haute et plus la gestion de la maladie est difficile. Ce que l'on peut voir, c'est que la courbe noire, donc les cas témoins, il n'y a pas eu de vaccination et le niveau il reste clairement élevé et stable au fil des années, ce qui montre que en fait, la vaccination, que sans vaccination, l'infection elle persiste dans le troupeau. A contrario, la courbe rouge, donc le scénario 1, ce sont des vaches laitières et des génisses qui ont été vaccinées pendant 10 ans. On voit une chute rapide jusqu'à quasiment zéro en très peu de temps. Donc, ce qui montre que pour une bonne gestion sur le long terme, il faut vacciner, que ce soit le troupeau de renouvellement et les vaches laitières. Et la courbe bleue, c'est à peu près le même scénario, mais c'est que les génisses qui ont eu le rappel vaccinal. On voit que pareil, il y a une très bonne diminution, mais le contrôle est un peu plus lent au départ, même si la vaccination semble rester efficace durablement. Et enfin, la courbe orange, c'est le scénario 2, c'est des vaches laitières et des génisses qui ont eu, elles, une vaccination que sur 3 ans. Et on voit qu'effectivement, il y a une forte diminution au départ, puis la courbe elle remonte après l'arrêt de la vaccination. Donc, quand on arrête la vaccination trop tôt, la circulation de l'infection, elle repart progressivement. Et ce qu'il faut vraiment garder en tête sur le terrain, c'est qu'il faut une vaccination large, durable, avec des rappels. Sinon, la pression infectieuse, elle augmente très vite après l'arrêt de la vaccination. Et c'est un peu ce que j'ai écrit en message terrain, c'est maintenir la vaccination. Nous, au comité, on dit pendant au moins 4 à 5 ans pour espérer que tous les animaux qui sont rentrés dans tous les animaux du cheptel de renouvellement qui sont rentrés à un moment donné en reproduction ont bénéficié de vaccination, puis ensuite de rappel sur une durée suffisamment longue. Ensuite, là, on va dire 2 mots sur les antibiotiques parce qu'il faut vraiment que vous ayez en tête que ce n'est pas les antibiotiques qui vont vous aider à gérer la maladie sur le terrain. À un moment donné, il était question de mettre en place de la métaphylaxie. Il y a eu des études au Pays Basque, etc., qui ont montré que certains antibiotiques pouvaient aider au moment du tarissement, en fin de gestation pour prévenir des avortements ou l'excrétion de la bactérie. Non, il ne faut plus avoir ces idées préconçues là en tête. Les oxytétracyclines, la seule indication que vous pouvez avoir avec les oxytétracyclines longue action à 20 mg kg, c'est éventuellement pour des vaches qui sont sujettes à des troubles de la fertilité, métrite, rétention placentaire. Avortement, ça va être compliqué à prédire un avortement, mais bon, voilà, c'est un petit peu les seuls cas. Si elle vient d'avorter, vous pouvez éventuellement l'utiliser. Mais la mesure médicale numéro 1, c'est le vaccin sur le terrain. Et c'est le message qu'il faut que vous ayez avec vos éleveurs. Ensuite, pour les mesures non médicales, donc il va y avoir différentes mesures qu'on va aborder ensemble, mais il faut que vous ayez en tête que ces mesures-là, elles sont primordiales 2 à 3 semaines autour de la période des mises bas. Ça va être la période où l'excrétion va être maximale dans les produits de parturition, notamment. Et après, dans d'autres matrices telles que les fesses, on l'a vu auparavant, notamment chez les bovins allaitants. Donc là, j'ai repris des tableaux qui montrent comment gérer cette maladie avec des mesures non médicales en intra-élevage et pour éviter que cette maladie se transmette d'un élevage à d'autres. Les produits de mise bas, c'est une des mesures les plus importantes. C'est les ramasser, les mettre dans un endroit qui ne peut pas être atteignable par des visiteurs notamment ou des charognards qui peuvent les déplacer sur des grandes distances ou des prédateurs. Et l'idée, c'est que cette bactérie, elle est très résistante dans l'environnement. Il y a une survie qui est prolongée sur plusieurs semaines à plusieurs années. Donc,
dès l'instant où elle se met en phase de sporulée, c'est une bactérie qui va être très persistante dans l'environnement. Donc, l'idée, c'est qu'on essaye au minimum qu'elle se dissémine dans l'environnement de cette façon-là. Ça rejoint le message suivant, la gestion des effluents d'élevage, où l'idée, c'est d'essayer de couvrir les tas de fumier ou les bâchers. Le compostage, ça peut être envisagé, mais pareil, pour le retournement du compost, il faut le faire sous un temps météorologique adapté. Pareil pour l'épandage des effluents d'élevage, où il faut essayer de favoriser des temps calmes, éviter des vents forts pour éviter la dissémination et éviter de se rapprocher des zones habitées. De la même façon, au sein d'un même élevage, on va d'abord essayer de screener l'élevage avec des sérologies et ou des PCR en laitant, par exemple, pour avoir une idée du statut avant d'envisager un regroupement de cheptels ou introduire des animaux d'un cheptel à un autre. Et en période de mise bas, on isole les femelles ou les animaux malades et on essaye de ne pas laisser ces zones-là accessibles au public, notamment dans les élevages qui accueillent du grand public. Concernant le nettoyage et la désinfection, aujourd'hui, on sait que uniquement une désinfection n'est pas suffisant pour Coxella burnetii parce que justement, elle est extrêmement résistante dans l'environnement et il faut vraiment un nettoyage mécanique avec une gestion des matières contaminées, une désinfection adaptée pour maîtriser au mieux les aérosols. Donc, l'idée là, c'est d'essayer d'avoir en tête et de bien dire à nos éleveurs qu'on va privilégier de la basse pression comparativement à un nettoyage haute pression qui va permettre d'aérosoliser les particules dans le bâtiment et ensuite favoriser cette dissémination. On l'a déjà un petit peu dit auparavant, mais il faut bien avoir une idée précise du statut de l'élevage avant le rassemblement de concours, de transhumance ou de différents lots entre plusieurs cheptels. Et on fait attention lorsqu'on déplace les animaux de bien nettoyer ensuite les outils de transport. Pour terminer sur cette présentation, on a vu que cette maladie est transmissible des ruminants à l'homme. Donc, c'est un enjeu One Health majeur. On va essayer de prévenir la transmission vers certaines personnes à risque, notamment les femmes enceintes, qui, en période de mise bas dans les élevages, il faut éviter qu'elles aillent dans ce type de structure. Les personnes qui présentent des comorbidités, donc les immunodéprimés forcément, puisque leur système immunitaire n'est pas suffisamment efficient pour lutter contre cette infection. Et après, toutes les personnes qui présentent déjà des atteintes pulmonaires, des atteintes digestives, des atteintes cardiaques. Pourquoi? Parce que cette maladie, sur des formes rares, mais qui peuvent survenir, peut aussi se manifester sous ces formes-là. Donc, on va essayer de limiter pour ces personnes-là des entrées en élevage à ce moment-là. Concernant nos éleveurs, c'est notre rôle aussi de les informer de tous les risques qui sont inhérents autour de cette maladie et de la gestion qui peut y en avoir autour. Un petit focus particulier sur les élevages qui accueillent du public en période de mise bas. Vraiment, il est primordial de leur préciser que l'accueil du public doit être limité à ce moment-là, ou du moins que les mises bas doivent avoir lieu dans un local à part et qui n'est pas ouvert au public. Plus ou moins, on peut proposer aux personnes à risque ou aux visiteurs des protections adaptées dans les élevages qui accueillent du public. Mais ce qu'il faut toujours avoir en tête, encore une fois, c'est que même un élevage qui n'a pas des signes cliniques majeurs peut représenter un risque humain important derrière. Ici, je vous ai remis 2 ouvrages de référence qui peuvent être consultés avec les références. Et un message à retenir, c'est qu'effectivement, cette maladie est clairement multifactorielle. Elle va se gérer de façon la plus efficace grâce à la vaccination. Aujourd'hui, les petits ruminants, on le sait, ce seront eux qui vont représenter le potentiel zoonotique le plus important. Mais il existe quand même pas mal de mesures environnementales à notre disposition pour pouvoir lutter contre cette maladie. Et on n'est pas face à une maladie qu'on veut clairement éradiquer, mais on veut vivre avec en réduisant
au maximum et de façon durable l'excrétion pour limiter le risque et la contamination environnementale. Quelques mots sur le comité fièvre Q pour terminer. Notre stratégie à nous, c'est vraiment d'essayer de sensibiliser, informer et aider les éleveurs et les vétérinaires. Idéalement, on aimerait aussi travailler le plus possible avec les médecins pour s'inscrire dans le concept One Health. Tout ceci pour essayer d'objectiver au maximum le risque autour de cette maladie, former et informer tous les professionnels qui peuvent être concernés par cette maladie. L'objectif aussi est de promouvoir la déclaration des avortements parce qu'il y a trop de sous-déclarations autour des avortements encore aujourd'hui. Former les vétérinaires au diagnostic ou du moins au mieux à interpréter les résultats d'analyse. Informer sur les différents moyens de maîtrise que l'on peut avoir, on vient d'en discuter. Et tout ceci afin de favoriser vraiment les synergies autour de la santé humaine, la santé environnementale et la santé animale. Ici, on vous a remis un petit QR code pour vous rediriger vers le site du comité fièvre Q, vers lequel vous trouverez des fiches pratiques, tous les webinaires qui ont déjà été proposés par le comité, des petits instants autour des prises de parole autour de la fièvre Q qui sont rattachés à la foire, à une foire aux questions. Et toutes les fiches que l'on a déjà mis en ligne sur le site du comité fièvre Q, qui sont à destination des éleveurs et des vétérinaires, vont très bientôt être disponibles sous forme de podcast. Donc, vous pourrez très bientôt les écouter dans votre voiture entre deux visites pour en savoir un peu plus sur cette maladie. Et pour terminer, pour nous, c'est très important d'avoir votre avis, savoir qu'est-ce que vous en avez pensé de ce webinaire, quel thème vous souhaiteriez à l'avenir aborder sur des prochains webinaires et de quelle manière vous souhaiteriez que le comité s'implique de façon plus locale autour des professionnels d'élevage, donc des éleveurs, des techniciens, éventuellement même des confrères à vous, si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter votre ressenti. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier. Donc, il y a une première question qui concerne donc, le One Health. Donc, comment nous sommes-nous organisés pour prévenir les médecins alentours, les gens qui travaillent en équarrissage, pour les bonnes pratiques de l'enlèvement des cadavres, par exemple de veaux décomposés, etc. Donc, en fait, voilà, quelles actions finalement autour des autres acteurs qui sont autour de la gestion des risques en élevage? Je pense, enfin, la question, elle est vraiment importante. Bon, je sais pas si pour le moment on peut dire qu'on s'est vraiment organisé. Donc, à l'intérieur du comité fièvre Q, déjà, on a eu un dialogue avec plusieurs médecins et vous pourrez revoir les webinaires, le webinaire auquel ils ont contribué et les réponses aux questions qu'ils ont faites. Après, les actions, elles sont diverses. Elles sont aussi au travers de la MSA, puisque de toute façon, la fièvre Q est une maladie professionnelle. Le lien avec les médecins directement en cas d'épisode de fièvre Q, c'est plus de l'ordre du contact direct avec par les éleveurs eux-mêmes à la suite des échanges avec les vétérinaires. Je ne sais pas si Aurélien ou Raphaël, vous voulez compléter. Oui, bah, je pense que c'est ça, c'est essayer de... Excusez-moi, j'ai vraiment vu de voix. Je pense que c'est vraiment... Oui, je ne peux plus, j'ai pas de... Je suis désolé. Après, ce qu'on peut dire aussi sur le volet équarrissage, en fait, je pense que ça fait partie aussi des enjeux. C'est-à-dire que la mission qu'on peut avoir, c'est effectivement évaluer avec vous quels sont l'ensemble des autres corps de métier qu'il faudrait arriver à toucher et évaluer ensemble comment leur apporter cette information. Bon, je dois dire qu'on n'a pas forcément eu d'action directe par rapport à l'équarrissage, mais l'organisation de l'équarrissage fait régulièrement partie des questions qui sont soulevées et qui sont discutées, notamment avec GDS France. Et je pense qu'il faut compléter ça parce que
c'est assez souvent quand même que les éleveurs nous relèvent le fait que dans un certain nombre de cas, les équarrisseurs ne veulent pas passer lorsqu'il y a peu d'animaux ou lorsqu'il y a que des placentas ou lorsqu'il y a que quelques avortons. Donc, c'est une vraie problématique. Et donc, là, effectivement, il y a un enjeu de communication et voilà, de compréhension collective de ce genre de choses. Oui. Voilà, il n'y a pas Oui, puis beaucoup, là-dessus, beaucoup. René, Ouais, peut-être oui, vas-y. un partage d'expérience concernant les placentas. Une solution est de les mettre dans des bacs d'équarrissage avec de la chaux dessus. Oui, tout Je à vais fait taper vrai, en ça fait. dans le chat, mais du coup, mettre le Oui. placenta dans un bac d'équarrissage, ouais. Et effectivement, ça a été un retour d'expérience qui nous a été remonté. Alors évidemment, ça veut dire qu'il faut que ça reste complètement voilà, à l'abri, que ça soit qu'on remette régulièrement de la chaux et que ça reste suffisamment longtemps. Donc on n'a pas forcément évalué l'efficacité, mais ça semblait être quelque chose d'un peu alternatif et de très pratico-pratique qui nous semblait effectivement extrêmement intéressant. Il y a une autre question qui concerne plutôt, et là je vais me retourner vers Aurélien, parce que tu as commencé à en parler, du vaccin de phase 1. Ouais, alors, vaccin phase 1, je voulais pas trop rentrer dans le détail parce que c'était peut-être pas l'idée. En gros, le phase 1 s'oppose à la phase 2. C'est en lien avec le lipopolysaccharide sur les bactéries. Et en fait, ce sont des bactéries qui sont tuées, inactivées. En laboratoire, on va les cultiver avec certains passages de culture cellulaire. On s'arrête à une certaine phase. Quand on ne fait pas trop de passages, c'est une phase 1. Et puis quand on va un petit peu plus loin, on arrive jusqu'à une phase 2. Et en phase 2, le lipopolysaccharide, il est tronqué. Alors qu'en phase 1, le lipopolysaccharide, il est plus complet. Et donc, il se rapproche beaucoup plus de ce qu'on va retrouver sur le terrain avec une bactérie virulente sur le terrain. Et donc, l'idée de ce vaccin, c'est de garder des bactéries le plus proche possible de ce qui pourrait se rencontrer sur le terrain pour qu'elles soient le plus immunogènes possible, qu'ils soient le plus immunogènes possible. Je ne sais pas si vous voulez compléter ou si j'ai répondu bien à la question. Je pense que c'était complet. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, on a eu pendant très longtemps des vaccins de phase 2 dont il s'est avéré que par comparaison, on a bien vu la différence de réponse immunitaire. Et finalement, avec les vaccins de phase 2, il s'est parfois avéré qu'il n'y avait pas beaucoup de différence avec une absence de vaccination, ce qui nous a incité depuis maintenant pas mal d'années à pousser vers une vaccination avec cette phase 1, justement. Après, je ne vois pas forcément d'autres questions, si ce n'est des aspects très pratico-pratiques sur la mise à disposition du contenu du webinaire. Donc, oui, bien sûr, il y aura des replays. Vous nous avez alerté sur des problèmes de son et de fait, on a eu plusieurs problèmes techniques au cours du webinaire. On en est vraiment désolé. Si c'est nécessaire, donc voilà, au moins la première partie sera reprise pour que vous disposiez en replay voilà, d'une intervention de bonne qualité sur le plan audio et sur le plan sonore. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas, voilà, je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Conseillez-vous de réserver la vaccination aux élevages à risque avec pathogènes circulants ou de vacciner l'ensemble des cheptels, notamment en petits ruminants, puisque plus à risque de forme clinique? Quid de la vaccination lors d'une phase aiguë d'avortement? L'idée de la vaccination, c'est quand même de prévenir au maximum et de limiter la circulation de la bactérie. Donc, dans un monde idéal, il faudrait vacciner des cheptels sains et ainsi limiter au maximum l'excrétion et ainsi limiter au maximum la circulation de la bactérie.
Néanmoins, ce qui se fait quand même beaucoup sur le terrain, c'est qu'on met en place la vaccination dans des élevages où on a identifié une vague d'avortement, où derrière il y a eu des analyses et on a mis en évidence que c'était potentiellement Coxiella burnetii qui était à l'origine de ces avortements. Donc, ce qui se fait réellement sur le terrain, c'est on vaccine quasi exclusivement que dans des élevages où il y a de la circulation de la bactérie. Après, la recommandation, elle est évidemment forte dès lors qu'on accueille du public, ça c'est évident. Et donc ça, c'est vraiment une des situations sur lesquelles on pourrait pousser pour qu'il y ait cette démarche préventive. Ensuite, finalement, la mise en place d'une vaccination, c'est ce qu'on a dit hein, au cours de nos interventions. C'est un dialogue entre l'éleveur et puis le vétérinaire. Derrière, il y a une notion à la fois d'efficacité et d'observance. Il y a souvent beaucoup de choses à mettre en place en élevage et on peut comprendre que les éleveurs ne veuillent pas le faire de manière systématique. Et je pense notamment au cas des petits ruminants, hein, même si effectivement l'expression elle est globalement plus importante dans ces élevages-là et notamment dans les élevages caprins. Voilà, donc bon, la vaccination systématique, elle a été mise en œuvre aux Pays-Bas. Et de fait, sans doute avec une efficacité non négligeable. On n'en est pas à la proposer dans les mêmes proportions dans nos élevages français sur le territoire. Il y a une Ah autre oui, question. donc une autre question, oui. Est-ce qu'il y a des mesures prises dans les élevages voisins lorsqu'un cas est diagnostiqué? Alors, il y a des mesures prises dans les élevages voisins quand un cas est diagnostiqué, mais un cas humain, c'est-à-dire, enfin, plus exactement même des cas groupés humains. C'est-à-dire que dans la situation où on observe un ensemble de cas groupés humains, il y a forcément une enquête épidémiologique qui va être conduite de manière à essayer de préciser quelle est l'origine. Et dans ce cadre-là, il peut y avoir une proposition de mettre en place à la fois du diagnostic et des mesures de maîtrise dans les élevages environnements. Ça n'a rien de... Sinon, c'est absolument pas une pratique qui est adoptée pour juste le côté santé animale. Alors, est-ce obligatoire de faire une étude épidémiologique lorsqu'un cas humain est détecté? Un seul, non. C'est bien des cas groupés humains qui légitiment une démarche globale de santé publique. Et à ce moment-là seulement, l'étude épidémiologique est faite. C'est pas individuel. Dans ce cas, du coup, je vous propose de conclure ce webinaire, malgré la voix déficiente de Raphaël voilà, et je vous remercie infiniment pour votre présence. Et vous allez pouvoir retrouver donc ces différentes interventions, mais Aurélien l'a très bien dit, il y a un ensemble de documents que je vous invite à consulter sur le site du comité Fièvre Q, beaucoup de fiches techniques très pratiques et les anciens webinaires qui peuvent vous apporter différents éclairages. Et puisqu'on on l'a évoqué à plusieurs reprises, le côté santé humaine par le regard des médecins, notamment, est quelque chose d'extrêmement riche. Et si vous avez des personnes concernées parmi les éleveurs, moi, ça fait clairement, à titre personnel, c'est vraiment vers quelque chose que je renvoie parce que c'est assez inédit comme échange sur ce sujet-là. Voilà, et bien je vous remercie au nom de l'ensemble du comité Fièvre Q. Merci, bonsoir. Bonsoir.